pour ceux qui étaient dans la salle Lindbergh tout à l'heure et qui ont assisté au duo Marc Rochet-Laurent Magnin, donc nous avons déjà bien amorcé le débat et donc on les remercie tous les deux d'avoir assuré la première partie de notre débat à nous. Bon, ils ont chauffé la salle. Juste avant de commencer, nous allons accueillir Pierre Junio de la start-up SafetyLine qui va pendant 3 minutes présenter, c'est ça, 3 minutes ? 3 minutes, présenter donc son activité. Très bien, merci. Bonjour à tous. Donc nous, on est très heureux de participer à ce Paris Air Forum pour son édition Aviation connectée et territoires intelligents, et surtout à ce table ronde sur l'avenir du transport aérien français. Alors moi je dirais l'avenir du transport aérien français, elle passe, je pense, aussi par le digital, par le numérique. Et effectivement, nous, dans la startup SafetyLine, qui a été créée donc il y a 6 ans à peu près, c'est ce qu'on a commencé à faire dès le début, en faisant le constat qu'en fait, avec les avions, on avait des formidables objets connectés. On est déjà dans l'objet connecté, puisque ça enregistre à peu près 1000 paramètres par seconde, un avion. Et donc ces paramètres, ils sont là, ils sont à portée de main. Par contre, il fallait encore développer tout ce qui y allait avec, c'est-à-dire comment traiter ces données et en faire quelque chose qui apporte de la valeur. Donc très vite, nous, ce qu'on a commencé à faire, c'est travailler sur la partie économie de carburant, réduction des émissions de CO2, et voir comment, à partir des données, mieux caractériser les performances d'un avion pour lui donner des trajectoires qui ensuite vont permettre de réduire ses consommations de carburant. Donc ici, on a pu travailler avec Transavia France, qui nous a beaucoup aidé sur le terrain, pour confirmer cette hypothèse. Et donc, on est aujourd'hui capable de fournir un service à Transavia France et Pays-Bas, et donc bientôt d'autres compagnies aériennes dans le monde, puisque c'est global et c'est aussi le monde entier est concerné. Et on arrive à faire donc des économies de l'ordre de 80 kg par montée, ce qui fait des économies à la fois en termes d'argent, évidemment, et en termes des réductions de CO2. L'autre secteur dans lequel on travaille, c'est le secteur des aéroports, et c'est ce à quoi faisait référence Augustin de Romanet tout à l'heure. Donc c'est nous, la start-up dont il parlait, et en fait on va travailler sur les données radar cette fois-ci, avec en gros du big data, de l'intelligence artificielle, pour améliorer la fluidité, mieux mesurer les émissions à la fois de CO2 et de bruit, et donc là aussi participer avec le numérique à ces grands enjeux du transport aérien de demain. Donc je laisse la parole à des interlocuteurs, et puis je vous remercie, et très bon Paris Air Forum. Merci bien. Voilà. Alors, si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle et à la digitalisation, vous êtes trompé de salle. Il faut aller dans la salle Lindbergh, parce qu'il y a eu un changement de salle. Donc, et puis, si vous êtes là-bas, vous dites à ceux qui s'intéressent à la nouvelle stratégie du transport aérien français, de venir nous rejoindre. Voilà. Alors, je suis Gilles Roy et j'ai créé le site d'information aéronautique Aérobuzz, et j'en suis le rédacteur en chef. Alors bien sûr, j'avais préparé une introduction pour cette table ronde, et puis j'étais comme beaucoup d'entre vous présent dans l'autre table ronde précédente, et puis c'est vrai que Marc Rochet, puis surtout Laurent Magnin, ils nous ont un peu décoiffés quand même. Bon. Alors, oui, j'ai retenu juste une phrase, j'aurais pu en retenir 10. C'est Laurent Magnin qui disait ça. Donc, si demain Air France disparaît, il faudra 3 mois pour la remplacer. Voilà. Donc, je vous laisse sans voix, et j'espère que nos interlocuteurs auront plus de répartie. Donc, je vous les présente. Alain Battisti, qui est le président de la Fédération nationale de l'aviation marchande. Vincent Capo-Cabanellas, sénateur, président du groupe d'études aviation civile au Sénat. Et Vincent Capo-Cabanellas est dans l'actualité, puisqu'il a sorti, en début de semaine, lundi, le rapport sur le contrôle aérien. Voilà. Alors, vous êtes également coprésident du thème performance économique des acteurs du transport aérien aux Assises nationales du transport aérien. Jean-Baptiste Djebari, député, qui est spécialiste lui aussi des questions de transport aérien, et lui aussi président d'un des thèmes des Assises nationales du transport aérien. Oui, mais là aujourd'hui on va se contenter de parler
Parler aviation, on a déjà de quoi s'occuper en 55 minutes. Hein. Donc, vous êtes président du thème Performance et innovation au service des passagers. Et enfin, donc, Thomas Join, président de l'Union des aéroports français. Alors, juste pour lancer le débat, je vais vous rappeler trois chiffres que vous connaissez, forcément, mais qui décrivent bien la situation du transport aérien français en 2018. Le premier, c'est que le pavillon français, aujourd'hui, ne capte que 10% de la croissance annuelle de son marché domestique. Et sa situation ne s'améliore pas. Le deuxième chiffre, c'est qu'en 2017, la croissance du transport aérien français accuse encore un écart de 2 points par rapport à la croissance du transport européen. Et enfin, le dernier, depuis 2000, le pavillon français a perdu 17 points de part de marché. Alors Alain Battisti, vous qui représentez ici les compagnies aériennes françaises, comment expliquez-vous, il n'y a pas que le transport aérien qui est en difficulté, comment expliquez-vous donc le décrochage du transport aérien français ? Bon, les raisons sont multiples. Hein. Je crois qu'il faudrait revenir sur le fondamental, ça a été un peu exprimé tout à l'heure, c'est qu'on est dans un pays baigné des dieux. C'est-à-dire qu'on a énormément de réceptifs et on est en même temps un pays émetteur de voyageurs. Et pour des raisons à la fois privées et touristiques, mais aussi, comme on est encore une grande nation économique, on exporte et on reçoit des voyageurs qui voyagent pour des raisons professionnelles. Donc on est un marché béni des dieux, clairement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est un marché qui fait l'objet de toutes les prédations aujourd'hui. Parce qu'on est vraisemblablement le deuxième marché européen en termes de richesse derrière l'Allemagne. Et forcément, on attire toutes les convoitises. Bon. C'est clairement ce qu'on a vu avec le développement du low-cost qui s'est fait au détriment du pavillon français, mais qui s'est fait pour une grosse part sur le marché français. Ça n'a échappé à personne. Et comme le disaient d'ailleurs tout à l'heure Laurent Magnin et Marc Rochet, les premiers marchés de Ryanair, c'est pas l'Irlande, hein, c'est la France, l'Allemagne. C'est là où ils ont choisi leur développement. C'est la même chose pour EasyJet, qui est un des grands acteurs. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on a raté le coche ? Alors le coche du low cost court et moyen courrier, mais pas seulement. Je pense qu'il y a l'histoire du pavillon français avec la répartition et les premiers niveaux, deuxième niveau, troisième niveau. J'ai un peu l'impression de visiter un livre d'histoire et de géographie, mais fondamentalement, on est parti d'une économie qui était complètement régulée, où il était interdit à une compagnie aérienne de développer des lignes sans être admise dans le premier, deuxième ou troisième niveau. Et ça, comment dirais-je, ça crée une empreinte assez forte dans l'organisation des entreprises, dans les ambitions. Et lorsque l'ouverture, la dérégulation du marché qui est intervenue il y a une vingtaine d'années maintenant, eh ben, on n'a pas su prendre le coche et on n'a pas su développer parce qu'il y avait peut-être aussi à ce moment-là un manque d'investisseurs privés, de tycoons qui avaient envie d'y aller. Bon, alors aujourd'hui, la situation, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire on a une grande compagnie nationale, enfin un groupe important qui mérite un avenir, parce que si ce groupe disparaissait ou continuait l'attrition, on serait dans un schéma comme celui qu'on vit en Italie, qui serait extrêmement dommageable. Alors, est-ce que les choses peuvent être retournées ? Est-ce que cette locomotive peut être mise en marche ? Oui. Elle peut être remise en marche, sachant que l'effort économique, quand on regarde le déficit qu'on a en France, en gros, pour moitié, il est lié à, j'allais dire, une surinterprétation réglementaire, à de la taxation, à taxation de l'outil de travail et ainsi de suite, des charges sociales excessives. Ça représente 1 milliard de déficit de compétitivité si on compare avec l'Allemagne en particulier. Et puis on a un autre milliard de déficit de compétitivité qui est lié au manque de réformes à l'intérieur des entreprises. Et on est tous responsables de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une des productivités de nos personnels navigants, pour citer ceux que l'on voit le plus dans les avions, les hôtesses, les stewards et les pilotes, qui est l'une des plus faibles d'Europe. Est-ce qu'on peut continuer à faire dévoler des pilotes 600 heures par an alors que la réglementation nous permet de le faire à 900 heures et que nos concurrents le font à 900 heures ? C'est ça qui est le plus impressionnant. Et c'est de la même chose au niveau de l'organisation au sol et ainsi de suite. Donc on doit se réformer à l'intérieur des entreprises, évidemment à l'intérieur du groupe Air France, même si ça passera forcément par des périodes compliquées.
Et on est en train de les vivre, hein. Clairement, on est un peu, pas au milieu du gué, mais en tout cas, on est en train de les vivre. Et puis l'autre moitié de l'effort, c'est d'arrêter avec cette bureaucratie française, parce que, je vais le dire un peu de façon provocante, on est le dernier pays communiste de la planète, quoi. On ne s'en rend même pas compte. On vit avec, parce que la vérité, c'est que, bon, je crois que... Là, vous êtes en train de faire du Laurent Magnien, là. Non, pas du tout. Non, mais c'est... Écoutez, quand on a un règlement européen qui est d'application directe et qu'on le réécrit, je suis désolé, on est dans un pays bureaucratique. Un manuel un MANEX, ce qu'on appelle un MANEX, c'est-à-dire ce qui permet de faire voler un avion dans une compagnie aérienne en application de la réglementation européenne. Vous allez en Belgique, vous avez 40 pages dans un MANEX. C'est-à-dire que vous faites référence à un manuel de vol et ensuite vous avez procédure compagnie. En France, c'est 900 pages. Donc tout ça, ça nous coûte tous les jours. Et ça justifie des tas de gens qui nous surveillent, qui nous contrôlent, qui nous aident de temps en temps aussi, parce qu'on a aussi de l'expertise. Voilà, il faut rompre avec tout ça. Il faut utiliser toutes les capacités d'innovation que nous permettent les nouvelles technologies. Et puis, il faut réformer notre modèle de négociation à l'intérieur des entreprises, parce que c'est fondamental. Mais je voudrais 2 chiffres, hein, vraiment garder, c'est 50% de l'effort, c'est interne, 50% autres de l'effort, c'est notre environnement qui va nous permettre de recréer un level playing field comparable au reste de l'Europe, et surtout à nos concurrents directs, c'est les Allemands et les Anglais. On ne parle pas des compagnies du Golfe. Donc je vous propose qu'en deuxième partie de cette table ronde, on revienne concrètement sur les pistes qui pourraient être envisagées, hein, pour sortir de cette impasse. Les aéroports français ont de meilleurs résultats que les compagnies françaises, mais vous souffrez également de cette faiblesse du pavillon français. Oui, alors moi je ne pense pas qu'il faille opposer les compagnies aux aéroports. Je ne les oppose pas, mais vous n'êtes pas logés à la même enseigne. Je pense pas. Si vous comparez les résultats des compagnies aériennes en Europe et les aéroports, je vois souvent en effet indiquer que les aéroports seraient des entreprises qui seraient ultra bénéficiaires. Ce sont des entreprises en effet qui bien sûr doivent dégager des bénéfices. Les compagnies aériennes, on peut en citer quelques-unes, je ne le ferai pas ici, je pense n'ont pas à rougir de leurs marges. Hein, et je pense que des marges sont aussi équivalentes, voire plus importantes au niveau des compagnies aériennes, au niveau, je crois, des résultats d'IATA qui ont été indiqués dans le monde, mais même au niveau européen, vous pouvez prendre certaines compagnies aériennes, je pense qu'elles ont des marges même supérieures à l'aéroport de Paris. Oui, bon, mais là on parle oui, mais simplement des françaises. Je pense qu'on est dans un secteur où il y a une chaîne de valeur. Et je crois que tout le monde doit y trouver un essor. Et c'est ça la vérité derrière. C'est pas de dire un tel ou un tel. C'est l'ensemble doit aller vers justement une situation d'essor. Pourquoi les aéroports aujourd'hui se portent pas trop mal ? C'est par rapport à la stratégie qu'ils ont eue. Depuis les années 2000, les aéroports ont ciblé un certain nombre de marchés et surtout ont cru aux compagnies low cost. Je pense que, juste un petit rappel, il y avait une situation en France, en effet, qui était difficile pour Air France, et il y a eu un manque de vision, mais de la part des pouvoirs publics, et également de la compagnie Air France, qui le dit aujourd'hui d'ailleurs, sur cet essor des compagnies low cost, d'abord aux États-Unis, puis en Europe. Les aéroports étant complètement confrontés à leur situation de territoire et au potentiel de marché, ont tout de suite vu que c'était une situation tout à fait intéressante pour les territoires. Donc cette connectivité s'est améliorée, les capacités ont été mises en place, je pense qu'on ne le dit pas aujourd'hui, mais les capacités ont été mises en œuvre. Qui se plaint aujourd'hui en France en disant mais c'est un scandale, les aéroports n'ont pas adapté leurs capacités par rapport à l'essor des compagnies low cost. C'est passé inaperçu, mais si on avait dû régler les capacités par rapport à la situation d'Air France, autant vous dire qu'aujourd'hui, on serait dans une situation extrêmement compliquée. Donc on a une connectivité aujourd'hui qui s'améliore, en effet, et ça il faut s'en féliciter. Après, la situation d'Air France, je crois que tout à chacun, naturellement, attend avec impatience que la compagnie Air France puisse se réformer pour avoir, bien sûr, un essor demain en France. Ce qu'on regrette, en effet, la faiblesse du pavillon français, ce qu'on regrette, c'est évident, c'est le fait qu'il n'y ait pas une compagnie low cost majeure aujourd'hui française. Il y a Transavia, c'est vrai, qui se développe comme elle peut avec ce qu'on sait, mais il est quand même effarant de voir que dans un pays comme la France, contrairement au Royaume-Uni, à l'Espagne, à l'Allemagne, vous n'avez pas aujourd'hui d'acteur majeur national low cost. Donc clairement, si
il y avait un opérateur de cette force, par rapport aux bases que ça pourrait représenter, clairement la connectivité de la France en sortirait gagnante. Donc pour vous répondre, je pense qu'il ne faut pas lier le sort d'Air France aux aéroports. Je pense que, mais là, je crois que c'est pas le moment d'en débattre. Il y a un problème, je pense qu'il y a eu un problème de vision, de stratégie, mais pas simplement au niveau d'Air France, de façon plus générale. Donc je pense qu'il ne faut pas lier cela. Et demain, pour arriver à une situation qui puisse en effet s'améliorer pour tous, et je crois que c'est le débat aussi au sein des assises, c'est d'avoir un cadre national en France qui permette à toutes les entreprises de pouvoir s'épanouir et de permettre au final, parce que l'objectif c'est quand même pas, je pense, pour les pouvoirs publics de dire les aéroports s'en tirent bien. L'objectif, replaçons le cadre, c'est comment demain on améliore la connectivité en France et comment demain on sert au mieux les territoires. Et donc je pense qu'il faut un cadre, en effet, qui puisse évoluer pour aller dans cette direction et que toutes les entreprises, aéroports, compagnies aériennes et sous-traitants et autres puissent y trouver leur compte. Vous avez évoqué les assises nationales du transport aérien. Le transport aérien français attend beaucoup, ou je serais presque tenté de dire, avant le démarrage des assises, attendait beaucoup des résultats de ces assises. Aujourd'hui, où on est à la fin de la phase de concertation, sans anticiper sur les conclusions qui seront faites à la rentrée, là, qu'est-ce qui pourrait en ressortir, Jean-Baptiste Djebari ? Mais d'abord dire que ni Vincent ni moi, nous nous sentons membres d'un parlement crypto-révolutionnaire. Je l'attendais, celle-là, je l'attendais. Je pense que, en fait, l'analyse, le diagnostic, il a été posé depuis très longtemps. On sait avant même les assises. Avant les assises, le rapport Abraham, le rapport Leroux, les multiples rapports d'activité de l'AFNAM, de l'UEF, de tous les acteurs européens. Alors là, vous nous inquiétez, là. Non, mais justement, je ne vais pas faire de parallèle avec la SNCF, qui serait malheureux, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans la phase du quoi faire, on est dans la phase du comment faire. Et finalement, les thématiques des assises, elles répondent à ça. Elles lisent économiquement, et c'est très bien illustré, on sait très bien qu'on a un problème de compétitivité, qu'on a un poids fiscal sur les compagnies aériennes, sur les exploitants qui pèsent, mais je pense qu'il faut toujours mettre ça en regard aussi du système de protection sociale qu'on a. On a souvent aussi un petit peu tendance à l'oublier. Donc on a cette compétitivité qui est partiellement entravée effectivement par notre système. On a un problème de performance sociale. Quand vous voyez que depuis le début de l'année, je fais un peu écho au rapport de Vincent Capo-Canella, vous avez 30% des minutes perdues ou des délais en Europe qui sont dus à des grèves, on a un sujet effectivement d'impact sur le coût économique, sur l'attractivité touristique, sur l'industrie de voyage, sur le coût financier direct porté par les opérateurs et même sur le coût environnemental. Être en grève, c'est avoir des trajets plus longs, donc consommer plus de carburant. Et quand vous savez que vous faites parfois 1, 2, 3% de marge sur votre consommation de carburant et que ça soutient ou sous-tend votre modèle économique, c'est un impact considérable. Vous avez un problème qui est beaucoup plus, on va dire, général, qui est celui de concilier effectivement la sûreté et le service aux passagers. Et vous voyez bien que ce sujet de menace terroriste, qui est maintenant endogène, durable, pose un problème pour les aéroports en termes d'équipement de sûreté, en termes de financement de ces équipements, et qu'on doit résoudre. On doit concilier ces deux thématiques ou ces deux approches-là. Et vous avez un problème sur les territoires. Parce que en France, on est doté d'énormément d'aéroports de proximité. Et si je prends l'exemple de la Nouvelle-Aquitaine, vous avez 11 aéroports régionaux, dont 2 qui se font la part, un qui se fait la part belle. Et sur les 11 aéroports régionaux, chacun est persuadé d'avoir une vocation généraliste à 20-25 ans, ce qui est évidemment illusoire. Et donc, au moment où on a des grandes régions à taille européenne, au moment où la ministre des Transports, Elisabeth Borne, dit que les lignes subventionnées, les OSP, sont des outils majeurs d'aménagement du territoire, je pense qu'il faut avoir une politique extrêmement volontariste qui permettra de soutenir le transport régional aérien. Ça, c'est la thématique, les problématiques, on va dire, globales, générales, qui affectent tous les transporteurs, tous les opérateurs. Puis après, quand vous dézoomez, évidemment, on est dans une dynamique qui révolutionne un peu quand même, ou qui dépend un peu de la compagnie nationale. Et moi, je pense qu'on est à l'heure des choix, on n'est pas à l'heure du commentaire. Le choix, c'est de savoir si, en France, on veut une low-cost long courrier qui s'appelle June, et qui, en fait, dont la structure de coût est les pilotes Air France, la maintenance Air France, les escales Air France, et les PNC comme variable d'ajustement du différentiel de compétitivité. Ça peut expliquer d'ailleurs peut-être les 55% à un moment du référendum que perd Jean-Marc Janaillac. Je pense qu'on peut avoir cette discussion-là. Est-ce que c'est un pis-aller ou est-ce que vraiment on est sur une stratégie d'avoir une vraie low-cost, développée en interne, acquis à l'extérieur ? Je pense qu'on ne peut pas toujours passer à côté des ruptures, on va dire,
de modèle économique comme on l'a vécu avec le low-cost moyen courrier. Est-ce qu'on veut clarifier une politique en termes de flotte? On a chez Air France 6 types d'avions long courrier. 330, 340, 350, 380, les 2 Boeing 777 Dreamliner. Je ne crois pas qu'on ait 6 segments commerciaux qui nécessitent 6 types différents. On est dans ces moments de clarification sur la maintenance. Est-ce qu'on veut aller vers plus de partenariats? Sur l'intelligence commerciale, est-ce qu'on veut faire un partenariat avec un acteur global de l'intelligence commerciale, du voyage? Vous savez que ces sujets ont été abordés dernièrement. Et moi, je veux juste dire une chose, qui est un peu le fruit de mon expérience, à la fois de mon double vice originel, qui non seulement est d'être député, ça fait triple vice, d'être ancien pilote et d'être adhérent du SNPL, ce qui est pire encore. Oui, j'ai un fardeau quand même à l'atavisme, mais c'est lourd. C'est courageux, là, c'est courageux. J'assume tout. On vous laisse les clés, là, et on y va, nous. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes au contact, à la SNCF ou chez Air France, des syndicats, des cheminots, des pilotes, des PN, en fait, vous avez fondamentalement et individuellement une compétence qui est folle, un engagement pour la boîte qui est fou, et vous avez une incapacité à mettre tout ça en branle, en quelque sorte. Mais vous avez l'essentiel. Oui, ben, si on recite Laurent Magnien, parce qu'il a dit plein de choses tout à l'heure, il dit le nouveau PDG d'Air France devra raconter au personnel d'Air France une histoire. Alors, il y a l'histoire, mais je pense qu'il y a aussi les conditions. C'est on doit tout dire sur le... Il n'a pas dit des histoires. Une histoire. On doit dire la vérité. Vous savez que chez les pilotes, notamment, il y a une forme de croyance que les choses ne sont pas dites, etc. Et moi, je pense qu'entre gens raisonnables, il n'y a pas de crainte à avoir sur la transparence. Et qu'il faut mieux tout dire avant pour faire tout vite après. Et on a souvent mis un peu trop de temps à dire les choses. On a souvent construit des accords sociaux qui étaient en fait des accords un peu de défiance, où chacun se satisfaisait de l'ambiguïté de part et d'autre pour pouvoir l'activer à certains moments donnés. Moi, je pense qu'il faut sortir de ça. Et je pense qu'effectivement, pour rejoindre Laurent Magnien, il faut redonner de l'espoir. Oui. Vous n'avez aucun salarié d'Air France qui se satisfera de voir se succéder devant lui des plans de productivité. Par contre, je pense que tous les salariés peuvent s'associer à des plans de conquête. Et que c'est ça qu'il faut réussir à mettre en branle. Et les atouts sont fondamentalement ancrés dans le transport aérien français, comme dans la compagnie principale, pour ne pas dire nationale. Vincent Capo-Canelas, donc vous, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes président du groupe d'études aviation civile au Sénat, et c'est vrai qu'on vous voit assez souvent sur le terrain quand même. Et votre dernier rapport démontre quand même que quand vous prenez un sujet, vous allez au fond des choses. Comment vous les sentez, vous, les professionnels du transport aérien aujourd'hui, là, alors que, encore une fois, on est à la veille de l'accouchement des assises du transport aérien? D'abord, je me souviens d'une réunion qu'on avait eue, c'était l'Assemblée Générale de la FNAM il y a quelques années de ça, où j'avais essayé, à l'invitation d'Alain, de dire il faut une vision d'ensemble et il faut que les acteurs de l'aérien, globalement, parlent à la sphère publique de manière coordonnée. C'est-à-dire qu'il y a toujours des contradictions, il y a toujours des conflits d'intérêts, c'est normal, mais il faut que nous, qui essayons modestement au Parlement de proposer des choses, on puisse proposer une vision qui soit en accord globalement avec vous. Et je crois que ce type de forum participe de cette logique-là, c'est positif, et que globalement on est quand même en progrès. Et que, Alexandre en a parlé, les assises qui viennent, aussi perfectibles qu'elles soient, sont aussi un moyen de définir ensemble peut-être un peu une stratégie. Juste en venant, je m'interrogeais sur à la fois la situation du transport et puis comment définir une stratégie. Parce que c'est comme ça la question, c'est la question de la méthode aussi. Alors, la situation du transport, elle est un peu comme moi sur cette chaise. C'est-à-dire que je suis perché, je suis en l'air, et puis je suis un peu rigide. Alors, je suis rigide parce que j'ai mal au dos, en fait, et que j'ai eu du mal à monter sur la chaise. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on a un problème qui est qu'on n'est pas assez agile. On ne s'adapte pas assez à un monde qui évolue, à un monde de l'aérien qui évolue, mais à un monde géopolitique qui évolue, à une connectivité qui n'est plus la même, et qui va en s'améliorant. Et donc il y a des défis, et on a entendu tout à l'heure Marc Rochet, Laurent Magnien, nous dire, bon voilà, gardons l'esprit de conquête, allons-y, avançons, alors racontons effectivement une épopée. J'ai entendu le mot épopée et ça m'a fait plaisir. Je crois que l'aérien, c'est ça, c'est la conquête du monde. Voilà, c'est pas l'ancien maire du Bourget qui vous dira le contraire. À un moment donné, Lindbergh s'est posé et on a ouvert les yeux, on s'est dit, la planète est à nous. Bon. Donc ça, c'est un beau défi et la France est dans une situation formidable pour ça. Donc j'ai envie de dire, il faut écrire une stratégie ensemble avec des mesures immédiates. Je pense qu'il en faut, et dans les assises, on va essayer un peu péniblement de les faire accoucher,
péniblement, parce qu'on aura évidemment en face le ministère des Finances qui va faire son job, c'est normal. Ok, il va falloir guerroyer à ce moment-là. Il faut des mesures Parce que immédiates. justement, toutes les attentes des professionnels, et elles sont nombreuses, vont pas pouvoir être satisfaites. Il va falloir Mais faire c'est la des vie. priorités. C'est la vie. Donc il faut des mesures immédiates et puis il faut une réflexion stratégique et se donner les moyens de la construire dans le temps. Je fais le parallèle juste avec la filière industrielle. Qui a fait un gros effort, enfin je veux dire, au sein du GIFAS notamment, vous avez un travail de la profession qu'il nous faut arriver à conduire ensemble, il faut réfléchir à ça, pour que les acteurs continuent à se parler au quotidien et fassent des propositions et bossent ensemble et sortent avec des fiches, des éléments partagés. Voilà, ça, c'est aussi ce qui nous manque. Mais juste, quand on dit la question quand même... pourquoi faut-il une stratégie et comment on fait? Bon. Il y a une première réponse un peu immédiate qui est évidemment, ça a été donné fort bien, il faut redonner de la compétitivité, il faut redonner de l'agilité, et y compris de l'agilité sociale. Il faut promouvoir une stratégie d'ensemble qui soit un peu englobante, avoir un échéancier. Bon, moi je me dis, si on fait ça, c'est pas si mal. Bon. La question, à qui est-elle adressée, cette affaire de stratégie, de définir une stratégie? Parce que globalement, on a tendance à dire, le sujet, c'est l'État. Tout à l'heure, Alain a dit très justement 50-50. C'est-à-dire que c'est autant les professionnels que l'État. Bon, je crois que je le remercie, c'est une très bonne chose. Donc ça intéresse les compagnies, ça intéresse les salariés, et il faut qu'on fasse participer les salariés à ça. Alexandre en parlait tout à l'heure. Il y a une question de partage de la réalité des évolutions du monde aérien, et il faut là-dessus s'entendre. Voilà. Ça intéresse les aéroports, évidemment, le président de l'UEF l'a dit. On a aussi la question de l'industrie. Okay, parce qu'il y a parfois des contradictions aussi avec l'industrie, quand on parle de droit de trafic ou autre, ça peut arriver. Voilà. Mais d'abord, le point clé, c'est que nous sommes et nous demeurons une grande nation aéronautique et nous devons en être fiers. Parce que nous sommes une grande nation, nous devons faire des efforts pour le rester et aller avant. Je veux aussi dire qu'il s'agit de faire la stratégie demain. Parce que c'est vrai qu'il y a des leçons du passé, les low cost, machin, etc. Mais ce qui compte, c'est vraiment de se focaliser sur ça. C'est quoi la connectivité demain? C'est quoi l'envie de voyage? Tu posais la question du numérique, du partage de données, etc. Il faut se poser la question de c'est quoi le transport aérien demain et renseigner la rubrique. Voilà, bon. Il faut se poser aussi des problèmes de structure qu'on ne se pose plus. J'en ai posé certaines, et je te remercie d'en parler, dans mon modeste rapport sur le contrôle aérien. Non pas que j'aime pas les contrôleurs aériens, bien au contraire, et non pas que j'aime pas le contrôle aérien, il est nécessaire. Mais voilà, il faut aussi parfois se dire comment on change les structures. Parce que si ça va pas, s'il y a quelques problèmes, c'est qu'il y a quand même un sujet de méthode et de structure. Okay, il faut se poser des questions aussi sur comment la DGAC évolue avec nous, dans un monde qui évolue, et comment on se met parfois aux standards européens aussi par rapport à ça. Ça fait partie des questions qu'il faut se poser, je pense. Voilà. Et puis enfin, il faudra résoudre des contradictions, parce que Gilles Roy l'a évoqué en me disant, on a entendu les compagnies, on entend les aéroports, etc. Et vous disiez, Monsieur le Président, tout à l'heure, justement, oui, il ne faut pas nous opposer. C'est vrai. Bon, voilà. Enfin, on sait qu'il y a des contradictions, c'est normal. Il faut qu'on les assume et qu'on essaye de les résoudre. Voilà. Donc moi, les assises me paraissent un bon instrument, à condition qu'à un moment... Après avoir objectivé les choses, merci. Après avoir objectivé les choses, comme on est en train de faire le groupe de travail, on se pose la question de l'impulsion. Parce que là, on est en train de partager, on a sorti des tiroirs tous les sujets. La taxe Chirac, la régulation, les affaires de redevances, la TVA, enfin j'en passe et des meilleurs. On a mis sur la table, et je remercie la DGAC qui fait un énorme travail de transparence avec tout le monde là-dessus, on a mis sur la table tous les sujets pour les rendre arbitrables. Après, la question qui va venir, c'est maintenant, comment on hiérarchise, comment on fait des choix, et comment on va au but sur quelques affaires. Moi, j'ai tendance à dire, dans un premier temps, il faut serrer les sujets. Partons pas sur tout à la fois, parce qu'on n'aura rien à l'arrivée. Il faut être sélectif, et je pense qu'on doit pouvoir y arriver. Dernier point, j'arrêterai là. Je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble à une stratégie, ça paraît tout bête de le dire, mais pardon, à une stratégie transport. Nous avons en France une faiblesse globale du ministère des Transports, tout gouvernement confondu, et celui-ci d'ailleurs est plutôt mieux représenté que d'autres, parce que la ministre a quand même rendu ministre, et elle a une compétence, et elle sait faire avancer. Mais globalement, l'affaire des transports est souvent rattachée à la stratégie du développement durable. Encore maintenant, si vous regardez la hiérarchie gouvernementale, en réalité. Mais enfin, elle a gagné l'autonomie, Madame Borne, tant mieux. Mais ça veut dire qu'il faut avoir une stratégie de transport face à Bercy. Et c'est normal, mais Bercy est dans son rôle. Okay, et il est fort. Mais nous, il faut qu'on rende fort l'affaire des transports. Quand vous regardez quand même un certain nombre de décisions y compris en ce moment, vous voyez bien la stratégie économique et financière
Mais vous ne voyez pas en quoi ça se ramène à une stratégie globale des transports, de connectivité, de développement du transport aérien. C'est ça qu'il nous faut, me semble-t-il, remettre en face. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a un problème de régulation. Il faut un vrai régulateur. Ça me paraît une évidence, mais pas un truc cache-sexe comme on va l'avoir dans la loi. Hein. Un vrai régulateur qui joue son rôle de régulation avec l'autorité qu'il peut y avoir, par exemple, qu'elle a à faire dans son domaine, dans le domaine du fer. Il faut un jour quand même qu'on soit capable de le faire en France. Sinon, c'est pas la peine. Voilà. Il faut régler les problèmes de sûreté où effectivement, où j'ai fait un petit rapport il y a quelques temps où j'avais dit il y a 800 millions d'euros. Alors c'est génial, vous savez, quand vous faites un rapport, on vous dit 800 millions d'euros, vous n'y pensez pas. Bon. Puis je commence les assises, on ouvre le dossier sûreté, je dis combien ça coûte, on me dit 800 millions. Bon. Bah, ça m'a rassuré quand même quelque part. Il a fallu 2 ans pour que ça s'imprègne. Mais voilà, donc on a un problème de sûreté à régler, un problème de régulation. On a un immense sujet de dialogue social. Il y a un groupe de travail qui est présidé par Jean-Dominique Chartier, qui est un expert du sujet. Et la situation, effectivement, fait que c'est pas si simple que ça à manœuvrer. Mais je pense que voilà. Et puis globalement, on a ce problème de compétitivité, bien évidemment. Donc voilà, dans tout ça, j'ai envie de dire, enfin, dernier point, il faut qu'on ait une stratégie adaptable. Parce que ouais, soyons pas trop rigides comme moi sur ma chaise avec mon mal au dos. Le monde bouge et il faut qu'on ait des éléments de force. D'autres pays ont réussi, mais surtout qu'on se dise, pensons au sujet de demain. Alexandre parlait tout à l'heure de mon petit rapport sur le contrôle aérien. Le problème, c'est pas d'arriver à faire for flight. Il faut bien sûr arriver à faire for flight, enfin. Mais la question, c'est de se poser, c'est comment on fera le système de demain si on n'a pas réformé les équipes qui s'occupent de ça. Voilà. Donc c'est pareil. Là, ayons une stratégie qui s'adapte aussi, tienne compte du passé, mais qui soit ouverte sur demain, parce que le trafic, il repart très bien, ok. Mais à un moment donné, la Commission européenne nous disait la priorité c'est pas le trafic, hein, c'est les coûts. Bon, ok. Là, le trafic est reparti plus vite que prévu. Méfions-nous, ça peut quand même bouger. Le dollar, le baril, etc. sont des choses fluctuantes aussi. Voilà. Donc, ayons une stratégie qui s'adapte et enfin une stratégie quand même européenne. Et ça, pardon, je conclue juste sur ça. On ne peut plus raisonner franco-français. Il faut raisonner européen. Et donc ça, c'est une dimension qu'il faut qu'on réinjecte aussi dans le débat. Mais avant de raisonner européen, il faut peut-être régler quelques problèmes en interne. On parle de stratégie, mais avant la stratégie, est-ce qu'il ne faut pas définir des méthodes il apparaît qu'il y a tellement de problèmes à résoudre dans des domaines différents. Tout le monde est impacté. Comment on peut définir une stratégie si avant on nettoie pas, on déblaye pas un peu, Alain? Alors, oui, la méthode. Parce que vous êtes en bout de chaîne. En bout ou en début, j'en sais rien. C'est quand même nous qui transportons. Mais bon, première chose, effectivement, il n'y a pas de malédiction et je pense qu'il faut maintenant passer à la phase active. Le signal qui nous est envoyé par le gouvernement à travers les assises, c'est quand même un signal extrêmement positif. Ce n'était pas complètement gagné en février. Il y a eu une petite période d'incertitude et d'interrogation. Février, donc c'était juste avant le démarrage. C'était au moment de la décision, voilà, définitivement. Sachant que ces assises, on les avait voulues historiquement à la suite du rapport Leroux. Alors c'est vrai qu'en France, on fait des rapports qui servent à caler les armoires, mais là, pour le coup, on est rentré dans quelque chose où on ne va pas seulement caler l'armoire, on va peut-être aller un peu plus loin. Donc c'est une méthodologie de travail, et je dois dire, et l'affirmer même, qu'il y a, notamment de la part des services de l'État et de la DGAC, une vraie bonne volonté. Et quand je dis une vraie bonne volonté, c'est-à-dire derrière une déclinaison pratico-pratique de choses qui vont nous aider au quotidien. Et ce qui veut bien dire que lorsque le pouvoir politique prend une décision, que les administrations centrales sont motivées pour appliquer cette stratégie nouvelle, elle peut être déclinée. Donc il y a de très bonnes choses qui sont en train de sortir, notamment dans le groupe simplification des assises, mais pas seulement. Et c'est un travail qui va se poursuivre pendant au moins 3 ou 4 ans, parce que c'est nécessaire. Il y a des choses... le groupe innovation que préside Jean-Baptiste, c'est exactement la même chose. Il y a des fléchages immédiats, mais il y a aussi derrière des choses qui vont être déroulées sur plusieurs années. Après... Au-delà des assises, donc de la méthode, il y a une volonté claire des entreprises et des compagnies aériennes que je représente aujourd'hui de sortir des postures. Ça a été dit tout à l'heure, on a toujours stigmatisé tel ou tel groupe social. Bon, évidemment, quand ces groupes sociaux organisent des blocages qui empêchent le développement d'une stratégie d'entreprise, je peux prendre un exemple, le blocage de Transavia à 40 avions, c'est irrationnel. Il n'y a qu'en France où on peut imaginer qu'on va créer une filiale et qu'on va la bloquer dans son développement.
Ça existe nulle part ailleurs. Enfin, à ma connaissance, peut-être en Corée du Nord. Je reviens sur mon... Vous avez noté, hein, bon. Non, mais c'est incroyable quand même comme situation. Bon. Ça bouge en Corée du Nord, hein, faites gaffe. Mais ça bouge en Corée du Nord. Donc, ce qui prouve bien qu'il faut être dans le changement et toujours être dans le changement. Donc, sortir des postures, c'est clairement le message que nous, on adresse aujourd'hui, entreprises, à nos partenaires sociaux, quoi. Parce qu'on ne fera pas tout seul. Je veux dire, c'est un groupe, une entreprise. Ça a été dit très très clairement tout à l'heure. Il faut certes vendre une histoire, une épopée, une volonté de reconquête, mais il faut faire adhérer le personnel. Et aujourd'hui, nous savons qu'on est capable de recréer de l'emploi et de repartir à la conquête. Et quand je dis repartir à la conquête, c'est créer de l'emploi, créer de la richesse, payer des charges sociales, payer des caisses de retraite, payer des impôts. On ne cherche pas à sortir de cette logique-là, simplement. On veut être mieux traité, ce qui est légitime, mais au-delà, on sait qu'on est créateur de richesse. Voilà. Et de richesse pour l'ensemble de la nation. Et c'est pour ça, lorsqu'on vit la loi Pacte avec la précision sur la sortie du capital de l'État dans un grand aéroport parisien, quelque part, j'ai l'impression qu'on a loupé une occasion. La loi, elle a été ratée. Alors, c'est pas la loi Pacte qui va être votée dans quelques semaines ou dans quelques mois. C'est en 2005 qu'on a raté l'occasion. Parce qu'il n'y a pas eu de vision stratégique à l'époque. Est-ce qu'il ne fallait pas ne pas mettre le foncier dans l'établissement? Première question. Ensuite, est-ce qu'il ne fallait pas séparer les deux aéroports, celui d'Orly et celui de Charles de Gaulle? Est-ce qu'il ne fallait pas, dès cette époque, mettre un système de régulation avec une ASI qui n'existait pas, beaucoup plus puissante? Bon, c'était à l'époque qu'il ne fallait pas se tromper. Aujourd'hui, il y a 9 milliards à récupérer. Enfin, je veux dire, il faudrait être idiot et ce serait une mauvaise gestion de l'État que de ne pas optimiser cette situation financière. Mais il ne faut pas se gourer parce que ça, c'est des opportunités. Enfin, le choix de la porte d'entrée Paris, capitale de la France, c'est loupé, quoi. Et puis ça l'est pour toujours maintenant. Thomas, votre point de vue là-dessus, parce que ça vous concerne directement en tant que président de l'Union des aéroports français. Oui. Vous avez un membre de poids avec Aéroport de Paris, oui. Puisque c'est d'Aéroport de Paris que vous vouliez parler, hein, c'est ça? Oui, je vais répondre pour Aéroport de Paris. Je voulais simplement quand même dire que on est en train de débattre d'un sujet qui est quand même aujourd'hui dans une dynamique. Je pense qu'il faut quand même le rappeler. On n'est pas en train d'annoncer des situations extrêmement préoccupantes. Il faut simplement se donner les moyens demain pour être dans une situation où la France capte du trafic, donc du PIB supplémentaire, de l'économie en Europe. L'optimisme, c'est déjà le marché. Vous avez aujourd'hui une démocratisation qui est intervenue encore une fois grâce aux compagnies low cost notamment, et qui permet d'avoir tout public qui prenait auparavant le train et qui fait son choix avec une agilité d'ailleurs assez frappante en fonction d'un pragmatisme qui est quand même de bonne aloi. Et donc nous avons quand même un marché qui répond, une nouvelle génération qui est extrêmement férue de l'avion. Et ça, c'est nouveau en France. Et ce qu'il faut noter, c'est que le citoyen, la population, a souvent un temps d'avance sur leurs représentants politiques. Et je ne parle pas pour ces messieurs qui sont là, parce qu'au contraire, d'un point de vue national, c'est du jamais vu. On a véritablement, en tout cas ce qui est indiqué par la ministre et le gouvernement, une volonté déjà d'avoir fait ses assises, c'est sans précédent, et d'avancer. Je parle plus au niveau régional, où on a des représentants encore en région, alors qu'il y a des politiques aéroportuaires qui sont mises en route, qui ne s'approprient pas suffisamment ce sujet de la connectivité aérienne. C'est frappant. On est dans un prisme politique en France, en région, qui reste encore dans un modèle, le tout ferroviaire, alors moins maintenant depuis quelques temps, mais qui ne se rend pas compte du levier que représente le transport aérien. C'est une souplesse dès lors qu'on a un aéroport, et qui est bien sûr certifié. On a une souplesse et une capacité à développer de l'économie dans les territoires qui est hors de proportion avec les autres modes de transport. Une agilité. Et donc déjà le premier message, c'est de continuer à diffuser et d'avoir une pédagogie vis-à-vis des représentants politiques sur tout le territoire pour que véritablement ils soient fiers du transport aérien. Et là, pour le coup, je vous dis, au plan national, il y a un temps d'avance, je trouve, par rapport aux régions. Alors après, en termes de stratégie, quand même, en 2 mots, par rapport à ce que j'ai entendu, je pense que, de grâce, n'allons pas mélanger la stratégie du transport aérien en France avec la stratégie d'Air France. La stratégie d'Air France, c'est de la responsabilité du futur président du conseil d'administration d'Air France. Qu'il ait les coups des France, ça c'est clair, mais c'est pas la stratégie du transport aérien en France. Pourquoi ?
parce que justement c'est ce qui a abouti à l'échec, je pense, jusqu'à présent de la réforme d'Air France, hein, c'est que c'est à Air France de s'adapter dans un environnement bien sûr concurrentiel, compétitif. Par contre, c'est à l'État, au pouvoir public, de mettre un cadre en France qui soit compétitif par rapport aux autres pays. C'est ça l'essentiel. Et ensuite, Air France s'adaptera et se réformera. Donc ce qui est attendu, surtout, n'allons pas dire c'est quoi la bonne stratégie d'Air France, une low-cost. C'est de la responsabilité du futur président et de son conseil d'administration. Elle s'adaptera ou pas. Par contre, ce qu'on attend, c'est un cadre et donc un État en effet stratège qui puisse avoir une vraie vision. On a une vision de l'État il y a des années avec Aéroport de Paris, la création de cet aéroport. C'est une vraie vision. On a une chance en France. C'est le pays, à ma connaissance, qui a la plus grande réserve de capacité en Europe. Donc ça, c'est une vraie chance. Ça, il faut quand même se le dire. Le terminal 4, bien sûr, à Roissy avec 30 millions de passagers, mais également les autres aéroports en région. Donc il y a une vision à l'origine, quand même, de politique bien avant de cette génération. Demain, ce qu'on attend, c'est une vision justement de l'État. Alors dans le cadre de ces assises, bien sûr, mais peut-être après assises, parce que je ne me fais pas d'illusions, tout se fera pas dans les assises. Je pense qu'il y a aussi l'après-assises, auquel il faut déjà penser, où il faut une vision, où l'État, en effet, est vraiment le stratège. Alors quand on dit régulateur, attention, ne comparons pas au ferroviaire. On n'est pas dans le même monde. Nous sommes en compétition permanente, monsieur le sénateur. Je peux vous dire que moi, je le vis moi-même. Nous sommes tous les ans, plusieurs fois par an, mis sur la sellette dans des négociations avec les compagnies aériennes en France et dans le monde. Donc de façon générale, les aéroports sont en compétition. Ça n'a rien à voir avec le schéma ferroviaire. Et donc, quand on dit régulateur, attention, je pense qu'il faut laisser les compagnies aériennes et les aéroports négocier, c'est ce qui se pratique, négocier, et au final, en effet, qu'il y ait une autorité de surveillance qui vienne ensuite intervenir s'il y a un souci, très bien. Mais voilà, ne soyons pas a priori régulateurs. Soyons dans une autorité de surveillance qui puisse. Alors sur Aéroport de Paris, clairement, déjà c'est un succès. Je pense qu'il faut être fier quand il y a des choses en France qui se passent et qui marchent. C'est une entreprise qui cote maintenant plus de 18 milliards d'euros. Donc c'est un véritable succès. C'est un aéroport qui est armé pour justement, on parle de stratégie, pour affronter le développement du trafic demain, ou en tout cas être en compétition par rapport au grand hub, avec 30 millions de passagers avec le terminal 4, Orly aussi qui est et puis CDG Express. Donc voilà, on a là un aéroport qui est vraiment en situation de se battre. Après, je pense qu'il faut, à mon avis, ne pas lier privatisation et ensuite nécessairement redevance. Moi, c'est clairement mon avis. En tout cas, le constat que je peux faire aujourd'hui, moi, je suis pragmatique, j'ai vu ce qui se disait dans le monde. En France, les privatisations qui sont intervenues, et on a un petit peu de recul, le constat est clair. C'est pas la privatisation qui ensuite définit le niveau des redevances. Sur les grands aéroports, c'est un contrat de régulation. Qu'est-ce qui se passe sur les aéroports régionaux? On a déjà un peu de recul avec Toulouse, avec Nice et tout. On va même aller vers une baisse de redevances. Donc, qu'est-ce qui se passe? On améliore la connectivité, le trafic se développe. Ce serait inquiétant en effet si on dit demain, une privatisation d'aéroports égale baisse de la connectivité sur un territoire. Alors ça, clairement, je crois qu'on pourrait en discuter. Mais aujourd'hui, on constate que la connectivité se poursuit, que les redevances baissent. Et donc, je pense qu'il ne faut pas faire le lien facile. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est que demain, en effet, on ait un cadre et des exploitants d'aéroports, des entreprises, des compagnies aériennes qui puissent être les plus compétitifs possibles en France pour devenir finalement le premier transport aérien en Europe. On arrive presque au terme là, de cette table ronde. Je voudrais simplement avoir votre avis à tous les quatre sur une réflexion. C'est ne craignez-vous pas que la réforme, on ne peut plus parler de réforme, la restructuration d'Air France, qui risque de se prolonger et de se faire peut-être dans la douleur, n'occulte pas le vrai problème et continue d'affaiblir encore pendant quelques temps le pavillon français? Je vais répondre, mais d'abord 3 points très très courts sur la méthode, la régulation et la stratégie. La méthode, on l'a vu notamment dans le cadre de l'atelier que j'anime sur la sûreté, c'est mettre les gens dans une même table, autour d'une même table. Et on l'a vu avec le ministère de l'Intérieur, avec la PAF, sur des sujets extrêmement importants de contrôle aux frontières, de postes de passage frontalier. Souvent, c'est le début déjà des échanges et c'est le début de quelque chose d'extrêmement fécond pour la suite. La régulation
Et j'ai un petit point de désaccord avec Thomas, en tout cas une petite altération. La régulation, elle est nécessaire, notamment pour s'assurer qu'on assure des investissements qui sont aujourd'hui exigés, notamment en termes de sûreté. Elle est nécessaire pour s'assurer qu'à un moment, en termes d'équilibre économique, on est sur quelque chose qui soit praticable par les opérateurs de bout de ligne ou de première ligne. Et cette régulation, elle vient effectivement à la fin. D'abord, elle émet un avis, puis ensuite, éventuellement, elle tranche les différends. Et moi, je suis pour qu'on ait une autorité de régulation qui soit forte. On l'a vu dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du rail. Si on n'a pas une ARAFER forte, avec des compétences, pas toutes les compétences, c'est pas à l'ARAFER d'être ministre des Transports, aménageur du territoire, direction du budget, mais avec des compétences qui sont clarifiées. Et je pense qu'on aura besoin de les clarifier, y compris sur l'aérien. Alors, on a un cadre concurrentiel qui peut se dérouler convenablement. Je suis en entier accord avec toi sur le fait qu'on ne se saisit pas encore assez de la régionalisation, y compris sur le plan politique. Vous avez des schémas de mobilité aujourd'hui qui peuvent être déployés au niveau territorial au travers des STRADET et qui peuvent permettre d'avoir un rôle extrêmement stratégique des présidents de région. Et un dernier mot sur la stratégie de la mobilité, parce qu'en fait on parle de ça, on parle de mobilités qui parfois sont concurrentes, le rail, la route, le rail, le TGV avec l'aérien, il n'y a rien d'évident. Je prends un exemple, j'ai étudié hier une comparaison entre l'avion, Paris-Bordeaux-Toulouse et la rame LGV. En première lecture, environnementalement, le train est totalement vertueux par rapport à l'avion. Je vous la fais très courte, mais quand vous regardez finement le risque de trafic, le moment où vous débutez réellement les travaux, la trajectoire de verdissement des flottes avec plus de véhicules automobiles, enfin, quand vous étudiez tout ça, en fait, à la fin, ce qui dépend beaucoup de la performance d'un modèle par rapport à l'autre, c'est le trafic réel et le report modal réel, donc les usages des gens, la capacité de financement, évidemment, il faudra qu'on en parle dans le cadre de la loi mobilité, et puis surtout le moment où vous démarrez les travaux. Et en fait, le coût du temps, ça, c'est politique. Parce que si vous ne mettez pas un cadre qui est suffisamment clair pour que les acteurs puissent se positionner, investir, aller chercher des alliances, des partenaires, vous perdez toujours beaucoup de temps. Et en France, on perd beaucoup de temps. Et ce temps a évidemment un coût. Sur Air France, pour finir vraiment très rapidement. J'y tiens. Je fais comme les vieux politiques, je réponds à ce que je veux. En un an, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal quand même. Il apprend vite. Hein. J'ai appris assez vite. Mais évidemment que ça ne doit pas occulter. Évidemment que ça a été dit, ça doit être un sujet entrepreneurial. Il ne faut pas non plus se voiler la face sur le rôle qu'a eu l'État, tant dans les nominations que dans les cordes de rappel. Et je crois qu'il faut que l'équipe nouvelle d'Air France ait une forme de contrat un peu tacite avec l'État, que l'État d'ailleurs se retire ou pas du capital dans un second temps, mais c'est d'avoir les mains libres pour y développer, pour y déployer une stratégie entrepreneuriale qui corresponde aux besoins d'Air France. À côté de ça, toute la stratégie dont on a parlé, elle doit se déployer de façon connexe, parce qu'on ne pourra pas faire semblant qu'Air France n'existe pas au sein du paysage français, mais suffisamment indépendante pour que l'ensemble des acteurs avancent de concert. Vincent ? Oui, alors je vais essayer de répondre à la question sur Air France directement, après Jean-Baptiste. D'abord, ce que je crains avec l'affaire Air France, c'est que ça ne soit un argument opposé aux décisions. C'est-à-dire qu'en fait, on nous dit on va quand même pas définir des mesures de compétitivité, demander au ministère des Finances un effort budgétaire pour financer les salaires des pilotes. Excusez-moi du raccourci et de tous les guillemets qu'il faut mettre, mais c'est un peu ce qu'on entend. Donc on a un sujet, c'est le fait la poule. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, il faut que l'État fasse des efforts et il faut que les compagnies, la compagnie Air France, fassent des efforts pour aussi montrer que c'est pas vain, c'est pas le tournoi des Danaïdes. Bon, on a ce sujet-là, il faut que les deux fassent un pas en même temps. On va essayer de le plaider tous ensemble, mais je crois que c'est la réalité. Donc évitons de nous attendre les uns les autres. Voilà, mais après, l'avenir d'Air France, il est dans les mains du management, des salariés et des clients, qu'il faut quand même pas oublier, parce que si on sort du marché, si on vend plus, au bout d'un moment, on a quand même un petit problème. Voilà, bon. Donc le sujet, je pense qu'il faut surtout le voir comme ça. Mais quel que soit l'avenir d'Air France, il nous faut des mesures de compétitivité. Il est évident que nous souhaitons garder un pavillon français le plus fort possible et qu'on a intérêt à ce que la compagnie nationale se redresse. Et paradoxalement, d'ailleurs, elle était en train de se redresser quand même. Jusqu'à il y a 3 ou 4 mois, les affaires se passaient pas si mal que ça, quand même. Voilà, ça commençait à. Je trouve que ça commençait à pas trop mal prendre. Un redressement conjoncturel, peut-être. Il y a le baril, il y a tout ça, il y a le trafic qui est reparti. Ok, mais enfin, quand même, c'était pas si mal parti. Puis bon, voilà, puis brutalement, ça s'est assombri. Donc voilà, moi je crois dans l'avenir d'Air France. Je pense qu'il faut que on l'ait en tête. Alors simplement, nous on est modestes législateurs, mais les pouvoirs publics ne peuvent pas non plus prendre des mesures, sauf à se faire taper dessus par l'OMC notamment, qui soit uniquement destiné au pavillon français. Il faut être prudent là-dessus. Hein. Il y a quand même des problèmes de concurrence qui se posent. Ensuite, sur l'avenir des aéroports, juste un mot, Thomas Juin en a parlé. Bon,
Moi, je vous invite juste à regarder ce que dit IATA quand même sur les privatisations d'aéroports aussi, qui est quand même un tout petit peu plus nuancé que ce que vous avez pu nous exposer. Je comprends, chacun est dans son rôle là-dessus. Bon, voilà. Je dis qu'il faut, comme Jean-Baptiste l'a dit, il faut un vrai régulateur. Bon, peut-être que la situation des aéroports parisiens n'est pas la même que les aéroports de province, évidemment. Mais de toute façon, il y a une régulation qui était plus ou moins faite par les pouvoirs publics. On est en train d'évoluer. Il faut à un moment donné que l'autorité qui propose l'arbitrage final et qui tranche ait quand même une légitimité, une indépendance. Et ça me paraît nécessaire à un fonctionnement d'un marché qui soit un tout petit peu régulé parce qu'il a de bonnes raisons de l'être. Voilà, donc maintenant, ce qu'il faut, c'est surtout qu'on se donne les moyens ensemble de continuer dans les assises et même en dehors, et que l'ensemble des professionnels nourrissent la réflexion pour qu'on alimente une stratégie qu'il va falloir essayer de conduire ensemble avec, du court terme, et deuxièmement, quelques mesures moyen-long terme, y compris d'organisation globale de tout le monde, y compris de la profession, je pense, dans sa diversité, parce que c'est une chaîne, le transport aérien. Voilà, et ben, il faut des aéroports, il faut des avions qui soient construits, il faut des équipages, il faut du contrôle aérien, il faut des pilotes, il faut des PNC, il faut tout ça. Voilà, et donc on a besoin que tout ceci continue à se parler. Donc merci d'y contribuer. Voilà, Alain Battisti, donc est-ce qu'on peut en parallèle régler le problème au sein d'Air France et en même temps régler le problème du transport aérien français, de sa compétitivité ? Oui, bon, d'abord, je ne peux pas m'exprimer spécifiquement sur une entreprise, même si elle est... Non, mais là, vous êtes le président de toute les compagnies. Bon, moi, je crois qu'il faut partir du marché. Ça, oui, c'était compris par tous, je crois. Non, mais il faut partir du marché et de la situation de concurrence en Europe et plus largement dans le monde. Aujourd'hui, on a quand même 2 constructions formidables qui se sont faites à nos frontières. C'est le groupe IAG en Grande-Bretagne et puis le groupe Lufthansa. Le rachat des actifs d'Air Berlin par Lufthansa, c'est le casse du siècle. C'est incroyable. Ils ont acheté des avions qu'on ne peut pas se faire livrer avant 5 ou 6 ans et ils ont récupéré les pilotes et les équipages qui vont avec. Mais c'est juste inimaginable. Et ils sont devenus le plus gros opérateur d'Europe continentale en quelques semaines finalement. Par contre, cette stratégie, elle avait été déjà imaginée des années avant. Elle avait été construite et pas forcément dans la facilité. On se souvient tous des grèves qu'il y a eu chez Lufthansa encore l'année dernière. Donc, ce qui prouve que même dans un pays de consensus, on est capable d'être dans des situations d'affrontement pour construire et dérouler une stratégie. Par contre, il y a un courage des actionnaires qui acceptent de payer le prix des grèves et du management qui a l'aval des actionnaires pour continuer à travailler et à dérouler la stratégie. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre pour la France et pour Air France et les autres sociétés? C'est la même chose. Est-ce qu'il y a un opérateur hors le groupe Air France qui est capable d'être le leader de demain? La réponse, elle est non. Donc la reconquête, elle se fera d'abord par le groupe et ensuite par les autres opérateurs qui peuvent effectivement profiter de la reconquête. Mais clairement, oui, c'est par le groupe. Et si le groupe ne se redresse pas, on parlera de tout ça au passé. Maintenant, il ne faut pas oublier tous les équilibres sociaux, les caisses de retraite et ainsi de suite. Bon, je pense que le point de non-retour n'est pas dépassé aujourd'hui. On est clairement dans une possibilité de reconquête, il n'y a pas de malédiction. Et il y a une volonté de l'État et du gouvernement aujourd'hui. Il faut quand même saisir ça. La loi Pacte, c'est le mauvais signal. Donc on fait les assises, qui est un excellent signal, et on a une loi qui est un mauvais signal. Mais je pense qu'on saura corriger très très vite. Thomas, vous partagez cet avis? Oui, moi je pense qu'il faut revenir finalement à l'objectif qui était visé dans le cadre de ces assises, et on attend vraiment cela de l'État. C'est vraiment de regarder l'intérêt du client consommateur, du passager et des territoires. Et c'est comme ça qu'on arrivera à avancer. Parce que si à chaque fois on essaye de se focaliser sur tel ou tel acteur, tous les acteurs doivent s'adapter et finalement être... Mais l'État doit regarder cela. Et demain, le prix du billet d'avion, qui est aujourd'hui, qui est une offre aujourd'hui intéressante maintenant, enfin en France pour tout le monde, il évoluera grâce à l'évolution des capacités aéroportuaires. C'est ça qui a permis la baisse du prix. Pourquoi ? Parce que vous générez de la concurrence et puis vous avez des compagnies aériennes, en effet, qui sont dans une situation d'émulation par rapport à cela. Et donc, l'objectif qu'on attend de l'État, c'est dans le cadre de la régulation, c'est de permettre justement l'évolution de ces capacités. Les aéroports sont sur des cycles longs pour
continuer à permettre la concurrence. Et quand on parle, parce qu'on pourrait aller sur des sujets en disant les aéroports sont pas un peu en situation de monopole, non, ils sont plus en situation de monopole, ils sont vraiment en concurrence. Et je suis pas sûr que dans les 10-15 ans qui viennent, ce soit pas du côté compagnie aérienne qu'on soit dans un système de consolidation et finalement d'aéroports qui se verraient. Donc si vous voulez, les choses peuvent changer. Je pense que l'État doit toujours regarder l'intérêt du passager et des territoires et adapter sa stratégie par rapport à ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à très court terme? Là, on le voit. Il manque une vision, par exemple, en termes de qualité de service, contrôle aux frontières. On a une situation l'été dernier qui a été déplorable sur tous les aéroports. Hein, et donc, il y a une évolution. Alors, il y a une évolution, en effet, tu me dis, et je t'entends, sur Paris, pas en région. Pas en région. Je peux te dire que l'alerte que l'on fait, c'est 48% du trafic, c'est presque 90 millions de passagers. Je t'assure que là, il n'y a pas de politique véritablement qui permet de dire on va aller vers un système qui va s'améliorer à long terme. Ce qu'on attend vraiment, c'est un plan, une vision, et ça fait partie de la stratégie. Pour la fluidité du passager demain, le contexte sécuritaire va pas diminuer, et donc ce qu'on attend, c'est quoi? C'est finalement des crédits, un plan d'automatisation, des crédits qui soient alloués sur ce sujet. Je crois que c'est un sujet prioritaire en France. Les 100 millions de visiteurs, l'attractivité de la France, c'est un sujet prioritaire. Comment demain on arrive en France sans attendre plus que les temps qui ont été annoncés par le Premier ministre? Je pense qu'en région, on ne sera pas sur les temps qu'a annoncé le Premier ministre. Voilà, donc on a des alertes, je peux vous dire encore ces derniers jours, sur Marseille, sur Lyon, sur Bordeaux, sur Nice, où là on est dans une situation. Donc voilà, ce qu'on attend de l'État, c'est un État stratège, régulateur, et qui soit bien sûr au rendez-vous aussi sur l'aspect qualité de service pour les exploitants de l'aéroport. Voilà, Jean-Baptiste, vous êtes chargé de faire remonter le message. Hein. Donc merci à tous, et puis bon appétit.